Donc, heureux de vous retrouver et au nom de Madame la ministre de la Culture, de Madame la directrice générale de la Bibliothèque nationale, je vous remercie d'assister avec nous à cette très belle rencontre et d'honorer la mémoire d'un grand intellectuel tunisien qui compte pour nous tous, Abdelwahab Meddeb. Dans un premier temps, Madame la ministre prononcera son allocution. Ensuite, Madame Meddeb présentera la journée et je dirai un mot très bref pour dire ce que nous devons à Abdelwahab et ce qu'il continue de représenter pour nous tous. Merci, Madame la ministre. Moi aussi, je serai brève. Madame la directrice générale de la Bibliothèque nationale, Monsieur Kamel Gaha, chers collègues, Madame Meddeb, la famille Meddeb dont les membres ici présents, chers collègues universitaires, chers amis, Mesdames et Messieurs, je n'ai pas eu le plaisir de connaître directement Abdelwahab Meddeb, mais j'ai toujours pensé qu'il me sera un jour possible de le rencontrer pour parler de ce qui engage notre présent et de ce qui pourrait toucher à notre avenir. Je n'ai pas eu ce plaisir car le destin en a voulu autrement. Mon souhait était de le rencontrer pour discuter de ce qui fait nos préoccupations communes, de l'islam, objet de nos tourments, par exemple, et aussi de ce qui était au départ de la culture érudite de Abdelwahab Meddeb, à savoir ses questionnements trop humanistes sur la dure condition humaine, sur la possibilité de la transcender et de celle de l'approcher par le détachement. Ne pas être pour ne pas disparaître, disait Hallej. En fait, bribe d'une immense philosophie, ou je dirais plutôt de la philosophie de l'immense que Abdelwahab Meddeb a su très tôt lire, étudier, commenter, traduire et adhérer aussi à ses profondeurs spirituelles incommensurables. Échapper à la condition de finitude, réfléchir sur l'unité du monde, sur la dialectique entre le transcendant et l'immanent, l'a emmené, comme d'autres, sur la voie de la philosophie soufie et l'a ainsi pris vers le large du céleste, là où l'universel semble pouvoir s'offrir au possible. Hallej, Ibn Arabi, Sohrawardi, Rumi étaient quelques-uns de ses maîtres à penser, tout en étant certainement ses amis intimes dans cette quête de sérénité qui nous tente, nous les humains, sérénité si reposante de l'âme. Abdelwahab Meddeb s'était intéressé avec passion à la mystique et au soufisme, mais pas seulement, car de la culture arabo-musulmane qu'il a toujours approchée comme creuset de diverses cultures, tant orientales qu'occidentales, il a su tirer la facette la plus sublime, la plus intéressante et la plus lumineuse en se promenant en grand connaisseur à travers les merveilles de sa poésie, des textes fabuleux de sa littérature, portés par sa passion, jusqu'à jouer le rôle de passeur, rôle qu'il a assumé en traducteur chevronné des œuvres aussi bien classiques que contemporaines des auteurs arabes les plus en vue. Amoureux de sa culture d'origine, sa culture première, mais loin de tout chauvinisme et de toute inconditionnalité, Abdelwahab Meddeb a su, par sa conscience d'intellectuel, se mettre dans l'éthique de responsabilité et s'engager à montrer aux manifestations désolantes de l'islam leurs graves manquements à l'histoire, à la modernité et leur échec devant leurs épreuves. L'islam,
qu'il a courageusement critiqué, mais aussi défendu, l'islam qu'il a accusé, mais aussi innocenté, immunisé comme il était contre toute démarche d'apologie et contre tout essentialisme. Enfin, infatigable pour la pensée, poète, romancier, essayiste, journaliste et même scénariste, il a répondu présent à l'appel du 14 janvier 2011 et s'est montré tout aussi infatigable pour la cause démocratique de son pays. La Tunisie qu'il voulait est celle ouverte au monde, débarrassée de l'intégrisme religieux, assainie de l'avidité politique et légitime, portée par ses acquis vers des horizons prometteurs. Il l'a dit, il nous l'a écrit en testament, il nous l'a légué à côté de ses œuvres monumentales. Il ne nous reste qu'à en être témoin pour le respect de sa mémoire, pour le respect de son âme. Merci. Madame Aline Medeb. Madame la ministre, Madame la directrice de la Bibliothèque nationale, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très émue d'être aujourd'hui ici parmi vous et je voudrais commencer par remercier d'abord les autorités tunisiennes de nous avoir permis d'organiser ces 2 journées d'hommage. Et je voulais aussi vous dire que ces 2 journées d'hommage ont une symbolique particulière pour moi, parce qu'elles se déroulent dans le pays natal de Abdelwahab. Et même s'il s'est établi en dehors de ce pays, il a toujours gardé la nostalgie du pays natal, comme vous pourrez le voir si vous venez dans le très beau film autobiographique réalisé par Raoul Ruiz et qui sera projeté demain à l'Institut français. Ces 2 journées, nous les avons voulues à son image, cosmopolite, multiple, dense, et c'est pour ça que je voudrais vraiment remercier aussi toutes les personnes qui sont venues d'un peu partout, des États-Unis, de France, du Maroc, et puis de Tunisie évidemment, pour nous accompagner dans cette commémoration du 1er anniversaire de son décès. Donc ces 2 journées, on a essayé de le faire revivre parmi nous en montrant la diversité de ces centres d'intérêt qui allaient de la poésie à la littérature la plus exigeante, à la peinture, à l'architecture, à la musique, à l'histoire des sciences, au soufisme. Et donc, parmi les gens qui vont intervenir, les personnalités qui vont intervenir, il y aura des architectes, tous sont ses amis, des linguistes à l'arrêt, des architectes, des peintres, des savants, des érudits. Et lors du spectacle poétique que vous pourrez voir au Théâtre National demain à 18h30, nous verrons, vous pourrez le revoir parlant de l'architecture, lisant des poèmes, etc. Donc on a essayé finalement qu'il soit parmi nous, à travers son image, à travers sa voix, à travers sa parole. Parce qu'un an après sa mort, il était important pour nous de privilégier cette mémoire, mais aussi de rappeler ses combats et ses espoirs, mieux faire connaître son œuvre, être dans la lutte contre le temps qui détruit et qui nous éloigne de notre passé. Rappeler que l'important est qu'il ait fait œuvre, et cette œuvre restera comme un questionnement. Il luttait contre la perte de la tradition, contre la perte du sens qu'il observait autour de lui, dans l'espace de ses origines, dont il désirait passionnément le retour. Il y a consacré une grande partie de sa vie, traduisant, interprétant, rapportant la parole et les textes enfouis dans les archives, en rappelant au monde d'aujourd'hui la fonction du monde ancien, devant l'effondrement du monde arabe, devant les conséquences de l'intégrisme et des extrémismes. Il a essayé de mettre des limites au chaos, de combattre sans trêve les régressions. Il s'obstinait à vouloir tourner la défaite en victoire devant la tragédie
qu'il voyait avancer inexorablement, sans aucun apaisement possible. C'était un homme de foi, comme l'a dit Michel Delis, ici présent. Je citerai pour finir Pierre Nora, le directeur de la revue Débat, où il publiait quelquefois, et qui m'a écrit au moment de l'attribution du prix Nobel de la paix à la Tunisie, une belle lettre qui se termine ainsi. Quelle joie eût été pour lui ce prix Nobel de la paix au quartet tunisien. Il est évident qu'une part du prestige de cette distinction lui revient. Il est non moins évident que dans les prochaines années, lourde des charmes et des menaces qu'elle promettent, Abdelwahab Medeb va terriblement nous manquer. Je vous remercie. Il nous manquera, certes, même si c'est un véritable topos, un lieu rhétorique, comme on dit, de dire d'un grand intellectuel, d'un grand homme de lettres, qu'il est toujours là, alors même qu'il nous a quittés. Je pense qu'il faut prendre au pied de la lettre cette formule dans le cas d'Abdelwahab. Abdelwahab fut et est un passionné de la vie, un passionné du bout, qu'il a toujours cherché. Il disait que dans ce qu'il écrivait, il était proche du geste de Montaigne, rédigeant ses essais comme projet de vie. Et je pense que cette formule peut s'appliquer à toute son œuvre. Il a écrit, et dans tout ce qu'il a écrit, il a écrit pour vivre mieux, pour comprendre ce qui paraissait dans l'histoire des hommes aberrant, scandaleux. C'est ce projet qu'on retrouve aussi bien dans les fictions que dans la poésie d'Abdelwahab. J'ai oublié dans les quelques petits mots que j'ai prononcés avant les deux interventions précédentes de signaler le rôle que joue l'ambassade de France et l'IFT dans cette célébration. Et ce n'est pas par respect d'un simple rituel qu'il faut insister sur cette coopération, ou cette collaboration. C'est parce que ce geste, ce dialogue, s'inscrit dans le projet de Abdelwahab, profondément, intensément. Abdelwahab, qui a toujours revendiqué ces deux généalogies, pleinement, sans complaisance aucune, et non sur le mode de la faveur, mais comme polyphonie constitutive de la culture et du sujet. Mais cette revendication franche et belle de la double généalogie s'accompagne chez lui, et cela mérite le respect,
d'un véritable effort, d'un immense effort de relecture de ces deux généalogies, qu'il éclaire autrement. Et c'est pour cela aussi qu'il est toujours parmi nous. Je ne serai pas long, ne vous inquiétez pas, je sais qu'on a commencé avec quelques retards. Mais Abdul Wahab, tout en se dressant contre toutes les réductions caricaturales de l'islam à certaines crispations, à certaines formes schématiques mises en avant par tous les islamophobes, a eu le courage de dire les temps morts de la culture musulmane, les impasses à laquelle elle doit faire face, mais en insistant sur les pages lumineuses de cette culture et de cette civilisation. Cela paraît tellement simple, mais cela a exigé de cet homme, de cet érudit, un tel effort de retour au texte, dans la diversité des sources, littéraires, philosophiques, théologiques, scientifiques, artistiques, d'abord pour s'enthousiasmer pour tout ce qui est juste et beau, ensuite pour dire ce qui dans cette tradition dit l'homme pleinement, mais également pour dire que ce qui a levé ou commencé à lever avec les Mu'tazilites, ensuite avec Averroès, avant lui avec Al-Kindi, a été initié comme balbutiement et n'a pas cristallisé. Il relève avec beaucoup de bonheur les consonances entre ces stations lumineuses de la pensée islamique et les lumières. Et en cela, il fait preuve de quelque chose, d'une audace, d'un courage, d'une forme de courage que malheureusement on occulte parfois. Il a le courage de dire que l'intelligence, que la beauté sont le legs de l'humanité entière. Il n'y a pas d'intelligence nationale. Il n'y a pas de beauté nationale. Lorsque la beauté est là, elle illumine tout le monde, toutes les cultures. C'est réellement là la part d'universalité qui nous échoit à tous. Et Abdul Wahab a dit cela clairement, pleinement, d'une manière lumineuse. L'intelligence appartient à tous, à toutes les cultures, à toutes les nations. Et il a revendiqué cette intelligence, où qu'elle fût, dans les territoires de l'islam, mais également dans les autres territoires, se sentant pleinement chez lui. Car encore une fois, l'intelligence, la beauté, la poésie n'ont pas besoin de visa, Monsieur Flo, n'ont pas besoin de carte d'identité nationale. Je terminerai en insistant sur un autre aspect fécond dans l'œuvre d'Abdul Wahab, dans la pensée et dans l'écriture d'Abdul Wahab. Abdul Wahab a montré, à partir d'Ibn Arabi et de la tradition soufie en général, que derrière la mystique,
derrière la religion, il y a une posture qui annonce l'homme défini par lui-même dans sa relation au beau, dans sa relation au juste. Lorsque le mystique transcende toute tradition pour revendiquer d'être face à la vérité, sans intercession, sans médiation, il annonce une nouvelle légitimité, une nouvelle source de valeur. Le sujet sentant ou vivant le beau comme une expérience esthétique et éthique. Derrière la poésie soufie, ce qui intéresse Abd el-Wahhab, c'est cette émergence, cette naissance de la conscience de soi dans la relation au beau, dans la relation au juste. Ce qui a commencé à germer, ce qui a commencé à lever dans la tradition soufie, mais également dans la pensée scientifique. Et Abd el-Wahhab établit une relation d'ailleurs entre l'effervescence de l'intelligence humaine incarnée en pratique scientifique et en poésie absolue, ou poésie de l'absolu, dans la tradition soufie. S'il a valorisé cela, c'est qu'il y voit, il est l'un des premiers à le faire, et je pense que cette idée reviendra sur la scène, la naissance de quelque chose, un événement, et un avènement, l'avènement d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle définition du sujet. Mais entre Ibn Arabi, entre Averroès et le présent, il y a ce que je suis tenté d'appeler tous les malentendus de l'histoire, tous les quiproquos de l'histoire, qui séparent, qui divisent, qui brouillent les visibilités. Et je terminerai par un témoignage. J'ai eu l'immense plaisir et l'honneur d'inviter Abd el-Wahhab, justement dans le cadre d'une collaboration avec l'IFT, pour initier un cycle de conférences ici même à la Bibliothèque nationale que j'ai eu l'honneur de diriger de 2011 à 2015 sur comment penser l'après 14 janvier, comment penser l'après-transition ou l'après-révolution. Et je dois dire qu'il a été l'un des premiers à venir avec tout son enthousiasme pour dire toute l'importance de cet avènement, justement, de ce miracle, mais en gardant toute sa lucidité, en étant conscient que ce n'était pas chose faite, mais que c'était quelque chose qui commençait, quelque chose de très douloureux, de très difficile, qui commençait, et dont l'issue était déterminée, et cela est très important, aussi bien par les acteurs directs, c'est-à-dire par les citoyens, mais, globalisation oblige, par les autres acteurs voisins et globaux. Si vous voulez, cette conclusion qui fait de la transition démocratique en Tunisie un projet global, un projet transnational, est à la fois très poétique et stratégique. Et il l'a incarné exemplairement, et c'est pour cela, et je terminerai cette fois pour de bon sur cela, qu'il est toujours parmi nous. Merci à vous, et merci aux organisateurs.